Le courage institutionnel, cette idée qu'une organisation puisse volontairement choisir de protéger la dignité humaine plutôt que de masquer ses propres failles pour sauver son image, est probablement le défi éthique le plus complexe auquel nos sociétés font face aujourd'hui. C'est un concept qui heurte de plein fouet la logique corporative traditionnelle. On a tous en tête des exemples d'entreprises, d'universités ou d'organisations gouvernementales qui, face à un scandale, ont déployé une armée d'avocats et de relationnistes pour étouffer l'affaire. La priorité est presque toujours la gestion de crise, la protection de la marque, la minimisation des dommages financiers. La personne qui a subi un préjudice devient alors un problème à gérer ou pire, une menace à neutraliser. C'est ce réflexe de préservation que la psychologue Jennifer Freyd, professeure émérite à l'Université de l'Oregon, a d'abord identifié sous le nom de trahison institutionnelle. Freyd a passé des décennies à étudier les traumatismes et elle a remarqué que les victimes d'agression ou d'injustice souffraient souvent d'un second traumatisme, parfois plus dévastateur que le premier, causé par la réaction de l'institution censée les protéger. Quand une université ignore une plainte de harcèlement ou quand une entreprise licencie un lanceur d'alerte, l'institution trahit la confiance de l'individu et cette trahison laisse des cicatrices profondes. Mais Freyd ne s'est pas arrêtée au diagnostic. Elle a proposé un antidote, une solution proactive qu'elle a baptisée le courage institutionnel. C'est un engagement moral et structurel à faire ce qui est juste, même quand ça coûte cher, même quand ça fait mal à court terme. La question qui se pose alors, surtout dans un contexte économique où chaque dollar est compté, c'est de savoir si ce courage est une utopie théorique ou une pratique applicable. Est-ce qu'on peut exiger des réformes fondées sur la dignité humaine quand le mot d'ordre général est l'austérité? L'anatomie de la trahison et du courage. Pour comprendre comment implanter le courage institutionnel, il faut d'abord décortiquer la mécanique de la trahison. Les institutions ne sont pas des entités abstraites, elles sont composées d'êtres humains qui répondent à des incitatifs systémiques. Dans la plupart des structures de pouvoir, les incitatifs récompensent la loyauté envers l'institution et punissent la dissidence. Prenez le modèle classique de la gestion des ressources humaines. Bien que la fonction RH soit souvent présentée comme un soutien aux employés, sa mission première, d'un point de vue légal et financier, est de protéger l'entreprise contre les poursuites. Ça crée un conflit d'intérêts inhérent. Lorsqu'un employé signale un comportement toxique de la part d'un cadre supérieur qui génère beaucoup de revenus, la machine institutionnelle se met en marche pour protéger le statu quo. Freud a d'ailleurs popularisé un autre acronyme très pertinent ici, le DARVO. C'est une stratégie de défense commune qui signifie nier, attaquer et inverser les rôles de la victime et de l'offenseur. C'est une tactique qu'on voit constamment au niveau interpersonnel, mais qui est redoutable quand elle est appliquée à l'échelle institutionnelle. L'organisation nie le problème, attaque la crédibilité de la personne qui soulève le problème et finit par présenter l'institution comme la véritable victime de diffamation. Le courage institutionnel, c'est l'inverse exact de cette dynamique. Selon les principes établis par le Center for Institutional Courage, fondé par Freud, ça commence par la volonté de s'engager dans une véritable auto-réflexion. Ça veut dire qu'une organisation doit chercher activement ses propres failles avant qu'elles n'explosent dans les médias. Ce n'est pas seulement d'avoir une politique de tolérance zéro sur papier, c'est de mesurer le climat réel, de poser des questions difficiles et d'accepter les réponses inconfortables. C'est aussi la capacité de s'excuser, pas les fausses excuses de relations publiques du genre « nous sommes désolés si vous vous êtes senti offensé », mais une véritable prise de responsabilité. Une institution courageuse dit « nous avons échoué, voici comment et voici ce que nous allons faire pour réparer les torts ». C'est une vulnérabilité assumée qui va à l'encontre de tout ce qu'on enseigne dans les écoles d'administration. Des solutions concrètes pour la dignité. Si on veut dépasser la théorie, il faut regarder les mécanismes concrets qui permettent de prioriser la dignité humaine. Le premier grand chantier, c'est la protection réelle et blindée des lanceurs d'alerte. Historiquement, signaler un problème grave à l'interne est un suicide professionnel. Les données de divers organismes de surveillance montrent que les lanceurs d'alerte subissent des représailles sous forme de rétrogradation, de harcèlement subtil ou de congédiement direct. Pour qu'une institution soit courageuse, elle doit créer des canaux de signalement qui contournent la hiérarchie directe. Ça passe par des entités d'ombudsman complètement indépendantes, dont le financement et le mandat ne peuvent pas être révoqués par la direction générale en cas de désaccord. Ensuite, il y a la question des enquêtes. Quand un scandale éclate, le réflexe est d'embaucher une firme d'avocats pour mener une enquête interne. Le problème, c'est que le client de cette firme, c'est l'institution. Les conclusions sont souvent filtrées, aseptisées, et le rapport complet est rarement rendu public sous couvert du privilège avocat-client. Le courage institutionnel exige de mandater des enquêteurs réellement indépendants et de s'engager à l'avance à publier leurs conclusions, peu importe l'impact sur l'image de marque. C'est ce qu'on appelle la transparence radicale. Une autre solution concrète concerne la justice réparatrice. Au lieu de régler les litiges en secret, avec des accords de confidentialité qui bâillonnent les victimes, les organisations doivent offrir des espaces où les torts peuvent être reconnus ouvertement. Les accords de non-divulgation, les fameux NDA, sont l'outil principal de la dissimulation institutionnelle. Ils achètent le silence et permettent aux prédateurs ou aux gestionnaires toxiques de continuer à sévir. Restreindre, voire abolir l'utilisation des NDA dans les cas de harcèlement, de discrimination ou de danger pour la santé publique est une étape cruciale. Des juridictions commencent d'ailleurs à légiférer en ce sens, mais une entreprise courageuse n'attend pas la loi pour agir. Elle bannit cette pratique de ses propres politiques. Le choc de l'austérité. C'est ici qu'on frappe le mur de la réalité économique. Nous vivons des périodes marquées par l'inflation, la réduction des budgets et les compressions, ce qu'on appelle l'austérité. Quand une organisation doit couper 10 ou 15% de ses effectifs pour survivre, est-il réaliste de lui demander d'investir dans des audits indépendants, des ombudsmans et des processus de justice réparatrice? L'argument cynique, mais répandu, est que la dignité humaine est un luxe qu'on peut se payer seulement quand les temps sont bons. En temps de crise, la survie financière prime sur tout le reste. La peur s'installe, les dirigeants adoptent une mentalité de forteresse et la tolérance pour la dissidence interne chute drastiquement. Pourtant, l'analyse économique à long terme raconte une histoire très différente. La trahison institutionnelle coûte extraordinairement cher. Pensez au scandale des émissions de Volkswagen ou aux crises de sécurité chez Boeing. Dans les deux cas, des ingénieurs et des employés avaient sonné l'alarme à l'interne bien avant que les crises n'éclatent publiquement.
La culture institutionnelle a choisi de les ignorer ou de les faire taire pour protéger les profits à court terme et la réputation immédiate. Le résultat? Des dizaines de milliards de dollars en amendes, en poursuites, une perte de capitalisation boursière massive et une réputation ternie pour des décennies. La Harvard Business Review a publié de nombreuses analyses démontrant que les cultures d'entreprises toxiques entraînent des coûts cachés énormes. Le taux de roulement du personnel explose, l'absentéisme pour des raisons de santé mentale grimpe en flèche et la productivité s'effondre. Le maintien d'une façade coûte cher en énergie et en ressources. Donc, l'idée que le courage institutionnel est un fardeau financier en temps d'austérité est une erreur de calcul. C'est en fait une stratégie de gestion des risques à long terme. Quand les budgets sont serrés, une organisation ne peut justement pas se permettre de cacher des problèmes systémiques qui risquent de la détruire de l'intérieur. Le courage institutionnel, c'est pas de la philanthropie, c'est de la résilience. Le rôle de l'écosystème sociétal. Il faut aussi comprendre que les organisations ne flottent pas dans le vide, elles réagissent aux pressions de leur environnement. Si on veut que ces réformes soient réalistes, il faut que la société dans son ensemble modifie la façon dont elle récompense ou punit les institutions. Actuellement, les marchés boursiers ou les bailleurs de fonds gouvernementaux ont tendance à paniquer dès qu'une organisation admet une faute. Si une université dévoile de son propre chef des statistiques alarmantes sur les agressions sur son campus parce qu'elle a décidé de faire preuve de transparence radicale, la réaction immédiate des médias sera souvent de la crucifier. L'université voisine, qui cache ses propres données sous le tapis, aura l'air plus sécuritaire aux yeux du public. C'est le paradoxe de la transparence. C'est pourquoi le courage institutionnel demande un changement d'attitude de la part du public, des investisseurs et des médias. On doit apprendre à célébrer les institutions qui exposent leurs propres démons. Si une entreprise admet avoir découvert des pratiques de travail abusives dans sa chaîne d'approvisionnement et présente un plan clair pour y remédier, elle devrait être considérée comme un investissement plus sûr qu'une entreprise qui prétend que tout est parfait. Des chercheurs en éthique des affaires soulignent que la véritable confiance ne naît pas de l'absence de problèmes, mais de la façon dont ces problèmes sont gérés lorsqu'ils sont découverts. L'austérité rend peut-être les réformes plus difficiles à financer, mais elle rend aussi la vérité plus nécessaire que jamais. C'est un test de caractère pour nos institutions. Vont-elles se replier sur elles-mêmes et sacrifier des individus pour préserver des structures vieillissantes, ou vont-elles utiliser ces contraintes pour rebâtir sur des fondations d'intégrité? La dignité humaine n'est pas une ligne de dépense dans un budget, c'est la condition fondamentale de la survie à long terme de toute organisation.